Amérique latine a commencé en février, donc il y a eu donc trois moments différents. Euh, le premier moment, en fait, on a voulu un peu découper cette question. Le premier moment, on l'a ouvert. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler en fait au début, on avait pensé faire un cycle sur les extrêmes droites, et puis on a quand même élargi à tout ce que sont les dérives autoritaires, parce que si on pense à l'Amérique latine, on ne peut pas qualifier tous les gouvernements autoritaires comme d'extrême droite, ou du moins certains ne se définissent pas comme tels. Et c'est pourquoi on a ouvert ce cycle avec la présence de Monica Baltodano, qui nous a parlé du Nicaragua et de la dérive, là pour le coup autoritaire, de Daniel Ortega et sa suite au Nicaragua. Si on pense au Salvador, il faut rappeler que Nayib Bukele un président qui a été élu avec près de 80% des voix. Donc, ça pose la question aussi, cette question des autoritarismes, ça pose la question en fait euh, est-ce que les forces populaires sont forcément progressistes? Enfin, quels sont les mécanismes qui font qu'on a un petit dictateur au Salvador qui recueille quand même 80% d'adhésion parmi ses concitoyens? Et donc, ce premier cycle a été, disons, un peu général. On s'est posé la question donc de cette montée des autoritarismes. Et puis, dans la deuxième partie, euh, on a voulu mettre le focus sur les gouvernements, là pour le coup, d'extrême droite, et gouvernements autoritaires. Et puis, finalement, dans cette dernière conférence, l'accent qu'on voulait mettre, c'est justement sur des expériences, disons, qu'on pourrait qualifier de progressistes, qui sont toutefois empêchées ou fortement contrées par des mouvements de droite, conservateurs, comme c'est le cas, euh, comme on va le voir donc dans le cas du Chili et puis dans le cas de la Colombie. Et donc, je vais donner la parole à Nicole Forstenster d'abord. Nicole euh, est chercheur à l'unité de recherche développement et société de l'Université Paris 1. Et elle va nous parler du Chili en particulier, et ça tombe très bien parce qu'elle va nous parler de cette question depuis une perspective féministe, de la question des femmes. Et je crois que c'est aussi un des thèmes, enfin une des questions qui est importante quand on parle des autoritarismes, c'est justement de voir qu'est-ce que font les autoritarismes au féminisme, qu'est-ce que font les autoritarismes aux luttes pour l'environnement. C'est ce qu'on avait vu notamment dans la première conférence. Michael Lowy était venu nous en parler. Et donc, sans plus attendre, je passe la parole à Nicole. Ah, ou à Rodrigo d'abord. Pardon. Oui, merci Hélène.
cette introduction. Et oui, je voulais rajouter deux petites choses concernant le cycle. Rappeler que ça fait suite à en publication des FALMAG, les numéros 54 155 étaient sur la montée des extrêmes droites. Et donc, on a voulu prolonger un petit peu cette analyse avec un cycle de conférences, 3 conférences, comme bien l'a dit Hélène. Donc, je vais commencer par présenter un peu plus en détail les intervenants qui vont éclairer donc, cette réflexion sur les difficultés ou sur comment se trouvent les gouvernements des gauches. Euh, donc, un exemple, le Chili et la Colombie face aux extrêmes droites qui leur font face. Donc, Nicole Forstenzeer, membre associé de l'UMR, donc unité mixte de recherche 201, développement et ses sociétés, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, docteur en sociologie et autrice de l'ouvrage Politique des genres et féminisme dans le Chili de la post-dictature 1990-2010. Celui-là, qui a une publication qui a été publiée aussi en espagnol au Chili. Et il est aussi interprète des conférences, militante à Attaque, et dans des organisations de quartier à Paris. Nicole Forstenzer communique régulièrement sur les questions des féminismes au Chili, pays avec lequel elle entretient un ensemble de liens politico-affectifs. Elle va nous raconter plus tard. Alors, Karim Velasco, franco-colombien, diplômé d'une licence en sciences politiques à l'Université Paris 8 et d'un Master 2 de l'école des hautes études des sciences sociales. Donc, il a effectué sa mémoire des recherches sur un mouvement armé indigène. C'était le Quintin-Lamé en Colombie, un mouvement qui avait signé des accords de paix dans les années 80, fin des années 80. Et il est membre fondateur de l'association TG, Travailler ensemble, jeunes et engagés. Il a participé depuis plusieurs années dans des processus de solidarité avec la Colombie et les peuples d'Amérique latine, notamment dans des actions de plaidoyer en faveur de la paix en Colombie. Il a aussi pris part au processus de la Commission de la vérité de la Colombie dans son chapitre Exil, en intégrant l'antenne de soutien créée en France à cet effet, pour soutenir donc la Commission de la vérité. Intéressé par l'action publique, il a travaillé pendant plusieurs années dans des collectivités territoriales de la région parisienne. Plus récemment, à part son parcours, donc c'est aussi tout l'intérêt qu'il soit aujourd'hui avec nous, il a réalisé un séjour d'1 an en Colombie, pendant lequel il a travaillé comme consultant chargé d'Europe dans le Bureau des Affaires internationales du ministère des Mines et de l'Énergie sous le gouvernement du président Petro. Alors, ses intérêts portent sur la construction de la paix en Colombie, le rôle de la mémoire, la participation citoyenne et la transformation sociale. Donc, nous allons faire deux parties, comme vous l'avez bien compris. Une partie sur le Chili. On va commencer par le Chili. De
manière un peu arbitraire, j'ai mis le titre Les mouvements féministes face au gouvernement des gauches et à la montée de l'extrême droite. Donc, merci Nicole d'être avec nous ce soir. Donc, en mai 2017, le Chili a connu une vague féministe qui a révélé le grand travail du mouvement féministe au Chili. Le 8 mars 2019, ce sont les féministes qui ont donné le coup d'envoi de la mobilisation sociale de cette année avec une manifestation qui inonde les rues de Santiago lors de la première grève féministe de l'histoire du pays. Cela permet d'expliquer le caractère nettement féministe du mouvement social avec une participation remarquable des femmes à tous les niveaux et une brutale répression avec des violences, brutale réponse avec des violences policières marquées par des agressions sexuelles. L'arrivée des Boric en mars 2022 à la présidence du Chili avait suscité un grand enthousiasme et beaucoup d'espoir. Considéré comme une suite électorale à la révolte sociale et au processus constitutionnel qui a suivi. Ce processus, qui était le fruit d'un accord politique du gouvernement Piñera avec les partis politiques pour gagner la paix sociale et rédiger une nouvelle constitution qui remplacerait celle de 1980, donc la constitution de Pinochet. L'Assemblée constituante fut un exemple dans beaucoup d'aspects. Entre autres, elle était composée à parts égales d'hommes et de femmes. C'est la parité, c'est une caractéristique unique au monde pour une assemblée constituante. Le texte proposé était une opportunité de tourner définitivement la page de la dictature de Pinochet, mais peut-être trop en avance. Il n'a pas été compris, il fut rejeté par une majorité des Chiliens le 4 septembre 2022. Un nouveau texte proposé par un conseil constitutionnel de 50 membres serait aussi rejeté en décembre 2023. Donc, 2 ans après son arrivée, le président Boric, sa majorité au Congrès a choisi de gouverner, entre guillemets, à l'extrême droite, à l'extrême centre, pardon, selon le terme utilisé par certains analystes. Et son gouvernement ressemble plus à la continuité du consensus qu'au changement radical dont l'extrême droite montante l'accuse. Malgré ces difficultés, le 6 mars 2024, la loi intégrale contre les violences faites aux femmes a fait son entrée dans la Constitution. C'était une priorité du président. 2 ans après, cette promesse s'est concrétisée. Elle est le fruit d'un travail acharné des féministes, ex-ministres, parlementaires et du ministère des droits des femmes. Une loi attendue, saluée par les féministes chiliennes. Donc, je remercie encore Nicole Forstenser d'avoir accepté notre invitation et va nous éclairer sur ce panorama général de la situation au Chili à travers le prisme féministe. Mais pour commencer, peux-tu nous expliquer comment tu en es venu à t'intéresser à la question du féminisme et des politiques du genre au Chili? Bonsoir, merci Rodrigo, merci Elena et je remercie France Amérique Latine pour l'invitation et Rodrigo pour le travail de préparation. Je suis contente d'être là pour échanger ce soir malgré le contexte ou en raison du contexte, ou d'autant plus à cause de ce contexte qui imprime un certain sentiment d'urgence aux échanges qu'on peut avoir sur les différentes formes que revêt l'autoritarisme et les différentes menaces que ça représente pour les droits des femmes et les luttes féministes ici comme au Chili comme ailleurs.
Et je suis aussi contente de partager ce moment avec un autre pays et avec des gens dans la salle qui s'intéressent à un autre contexte latino-américain, parce que j'ai surtout l'habitude de discuter entre chilénisants et chilénisantes. Voilà, alors comment je suis arrivée à cette question-là? Donc, j'ai fait une thèse de socio qui s'intitule Politique de genre et féminisme dans le Chili de la post-dictature 1990-2010. Et la question de départ que j'ai abordée dans un mémoire de DEA d'abord était celle de l'absence de traduction du mouvement de femmes et féministes très très puissant des années 80, qui était vraiment à la pointe de la résistance contre la dictature de Pinochet. Donc de l'absence de la traduction de la force de ce mouvement dans la représentation dans les espaces de la politique formelle chilienne au lendemain de la dictature et dans la transition. Donc ce mouvement puissant avec le slogan pour la démocratie dans le pays et à la maison, s'était échoué à ma première arrivée au Chili en 2001 dans un silence, dans une inaudibilité complète dans l'espace public et politique. Et dans le même temps, les gouvernements de la concertation, donc c'est la coalition de centre-gauche qui a gouverné le pays depuis les premières élections à la sortie de la dictature, depuis 1990 jusqu'à la première alternance, donc l'arrivée au pouvoir de Sébastien Pinella pour son premier gouvernement en 2010, donc pendant 20 ans. Et donc, dans le même temps qu'on assistait à un délissement complet de ce mouvement de femmes et féministes qui était pluriel, divergent, mais vibrant et très, très fort et massif. Donc, dans le même temps, on avait cette institutionnalisation d'une politique d'égalité hommes-femmes et de droits des femmes qui se constituait en enjeu du clivage gauche-droite dans la politique chilienne. C'est ce sur quoi je reviendrai dans quelques instants. Donc voilà, ça a donné lieu à mon travail de thèse qui a duré une grosse dizaine d'années, pour lequel j'étais installée à Valparaiso. Et c'est un travail qui s'inscrit d'emblée dans un double mouvement militant et de recherche, puisque je militais dans un collectif dont je fais encore partie, qui s'appelle la Colectiva Feminista Las Sueltas, dans un centre culturel qui est un squat, qui est à Playa Ancha et qui est issu d'une mouvance, enfin, qui est issu du travail de terrain et de construction communautaire d'anciens ministres et qui a constitué du coup la thèse d'un travail d'analyse socio-historique sur une période de reflux, donc une période de basse intensité féministe qu'on peut qualifier avec Julieta Quilco, une grande féministe chilienne qui, pendant la deuxième vague, pendant les années 80, va reparler du moment entre les deux vagues féministes chiliennes comme d'un silence féministe. Et donc, moi, j'étais témoin, participante et analyste de ce qu'avec beaucoup de camarades, on a choisi d'appeler un nouveau silence féministe, avec donc un féminisme, comme je le disais, à la fois acculé, minorisé dans l'espace public, mais aussi très divisé, traversé par des fortes tensions, surtout liées à son rapport à la gauche et à la configuration du retour de la démocratie et au positionnement de double militantisme. Donc, dans ce moment-là, en fait, la grande question, c'était la pierre d'achoppement de l'autonomie des femmes à disposer de leur corps et à préserver soi-même, pour soi-même, son intégrité physique et psychologique. Donc, je le disais, c'était un travail situé. C'est encore un travail situé aujourd'hui parce que je suis formellement rattachée à l'académie, mais je ne suis pas enseignante-chercheuse. J'ai un autre métier qui est celui d'interprète de conférences et j'ai continué à militer. Et aujourd'hui, je milite dans des espaces non exclusivement féministes, ce qui est un défi au quotidien, mais que je relève avec beaucoup de joie. Si, tu as évoqué le clivage gauche-droite. Dans quelle mesure les questions des genres et des droits des femmes sont-elles liées à la construction des clivages politiques? Alors, Pas particulièrement dans la période post-dictature. est-ce que je te laisse surveiller le temps parce que j'ai pas le... Ouais, comme tu veux. Merci. Alors, en effet, ce qui est intéressant dans la construction à la fois du clivage politique chilien dans la post-dictature, c'est que c'est vraiment la question des droits des femmes, des revendications féministes et du genre qui cristallise
les débats politiques au point de devenir l'une des lignes de fracture principales qui définit les positionnements sur l'échiquier politique et du coup la ligne de division gauche-droite. Et ça de manière beaucoup plus vive qu'en France, où par exemple, ça va être les questions d'immigration qui vont cristalliser, disons, le positionnement de l'extrême droite. Dans le cas chilien, il faut remonter, comme je le disais, aux négociations de la transition. Je pense que tout le monde ici le sait, le Chili est érigé en modèle pour avoir emprunté une voie de sortie de la dictature pacifiée, passant par les urnes avec donc la défaite de Pinochet au plébiscite d'octobre 88, puis la tenue d'élections et l'arrivée d'un premier gouvernement de transition au pouvoir en 90. Mais cette transition, elle ne s'est pas faite évidemment avec la simple acceptation de la dictature civico-militaire à renoncer à toutes ces sphères de pouvoir. Et donc, elle s'est faite sur la base de la Constitution de 1980, qui est la Constitution qui est encore en vigueur, comme le rappelait Rodrigo à l'instant au Chili aujourd'hui, malgré deux tentatives de réécriture constitutionnelle récente, malgré aussi une multiplicité de réformes constitutionnelles. Et cette Constitution, surtout dans un premier temps, était parsemée de ce que Manuel Antonio Garretón a appelé les enclaves autoritaires. Donc, c'était une série de verrouillages institutionnels de l'héritage pinochetiste pour l'inscrire à la fois dans le cadre politico-institutionnel, mais aussi dans le modèle économique et social profondément néolibéral. Et du coup, en fait, c'est ce paquet laissé en héritage qui, au départ, était vraiment sous la menace de ressortir les militaires dans la rue. Donc, progressivement, cette menace-là s'est estompée, mais c'est quand même une menace qui est très présente, a fait qu'il y avait toute une série de sujets auxquels on ne pouvait pas toucher et que donc la coalition de centre-gauche qui a gouverné pendant 20 ans ne pouvait pas toucher au fondement néolibéral, économique et social, ne pouvait pas toucher à toute une série de choses tenant aux conditions matérielles de production, etc. Et du coup, il y a eu un espèce de mouvement, de glissement vers les questions morales, donc les temas valóricos, comme on les a appelés au Chili, qui sont devenus les points clivants. Et donc, on trouve vraiment dans les années 90 la genèse de l'extrême droite chilienne actuelle, avec toute une série de questions qui deviennent les objets de bataille politique. C'est d'abord la création du service national de la femme, qui deviendra ensuite le ministère de la femme et de l'équité de genre, le CERNAM, en 91, où pour les textes qui créent le CERNAM, il y a une forte tension entre une tendance plutôt de droits individuels et d'autonomisation des femmes et une tendance plus familialiste. Et donc, on arrive quand même à un texte qui donne naissance au CERNAM, qui dit que l'un des rôles du CERNAM est de protéger la famille traditionnelle. C'est la question de la contraception d'urgence, notamment de toute la saga de la commercialisation de la pilule du lendemain au Chili, ou de l'éducation sexuelle avec le fameux épisode des ROCAT, les journées de conversation sur l'affectivité et la sexualité, qui ont duré à peine 1 an parce que ça a été un scandale complet. C'était en 95. 95, c'est aussi l'année de la conférence internationale sur les droits des femmes à Pékin, où il y a une énorme controverse chilienne sur l'emploi par la délégation officielle du concept de genre. Et donc, c'est les débuts de la diffusion de l'idée selon laquelle il existerait une idéologie de genre. Donc, on a ça, et en parallèle, on a les partis de droite d'héritage pinochetiste, notamment la UDI, Unión Democrática Independiente, qui sont constitués de personnes et de groupes qui détiennent à la fois un monopole des médias. On connaît le cas de Mercurio, chilien, bien documenté déjà depuis les temps de l'unité populaire, mais aussi lié à des groupes catholiques extrémistes comme l'Opus Dei, les Légionnaires du Christ ou Schoenstatt. Et d'ailleurs, ce n'est pas innocent de remarquer que c'est José Antonio Cast, donc le leader du parti d'extrême droite Les Républicains au Chili, qui en 2007 dépose un recours en constitutionnalité sur la contraception d'urgence qui avait été enfin autorisée, en disant que le lévorgnestrel, donc l'hormone
qui est contenue dans ces pilules-là est en fait abortive et que c'est donc anticonstitutionnel. Et il va paralyser pendant 2 ans la distribution commerciale de la pilule du lendemain. Et c'est lui qu'on retrouve aujourd'hui à la tête des Républicains avec des séries de mesures. Donc, pendant toute cette période-là, c'est ces sujets-là qui ont été vraiment le cœur de la bataille entre une gauche acculée, une gauche dont le centre de gravité a été complètement déplacé vers le centre par ces verrouillages laissés par Pinochet, par cette politique de consensus qui est forcée, et par le spectre repoussoir de la radicalité, donc un grand mouvement qui va irriguer toute la vie politique et sociale chilienne, tendant à dire que c'est parce qu'il y a eu un excès de radicalité du projet de l'unité populaire qu'il y a eu un coup d'État, et à mettre sur un même plan la dite radicalité de l'unité populaire et la radicalité des violations de droits humains par la dictature civico-militaire de Pinochet. Donc une vraie fonction de spectre repoussoir de la radicalité qui va dominer toute cette période-là, mais avec laquelle la droite, qui progressivement va devenir extrême droite, parce qu'elle arrive quand même au pouvoir avec Pinera, parce qu'il y a une droite, disons, libérale. Pinera est élu la première fois en disant qu'il avait voté non au plébiscite de 88, donc sur le fait que Pinochet reste au pouvoir. On voit à quel point on a fait glisser le curseur vers la droite, notamment grâce à ces sujets-là. Oui. Ok. Ah, encore très vite. Ok, super. Et donc, sur cette question de la radicalité, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans cette période-là, côté mouvement féministe et face à l'institutionnalisation du genre par l'État chilien, il y a une profonde déchirure qui est liée à cette question du rapport à la gauche et au double militantisme de beaucoup des féministes actifs pendant la dictature, qui est au moment des négociations de la transition de dire à quoi est-ce qu'on donne la priorité? Est-ce qu'on donne la priorité au retour de la démocratie ou est-ce qu'on donne la priorité à la lutte féministe? Et donc la question c'est d'abord sans féminisme, pas de démocratie versus sans démocratie, pas de féminisme. Et la prise en charge institutionnelle des revendications d'égalité de genre se fait vraiment au prix d'une déradicalisation collective du féminisme chilien, dont la branche, disons, hégémonique dans cette période de reflux, de basse intensité, et la branche qui contrainte par cet exercice funambule de trouver un équilibre dans le consensus obligé et dans une loyauté vis-à-vis du projet de sortie de la dictature par la concertation, se professionnalise et s'institutionnalise et constitue un secteur parapublic de conseil en égalité de genre, repoussant aux marges les revendications à la fois des femmes populaires qui portaient sur plutôt les questions socio-économiques et à la fois les questions de dissidence et les questions de vraie autonomie, donc par exemple de refuser de parler de l'accès à l'IVG et de parler d'accès toutes les campagnes sur l'avortement thérapeutique. Donc c'est un texte qui est quelles sont les possibilités aujourd'hui pour ces mouvements féministes chiliens face à une gauche au pouvoir qui est divisée, qui est affaiblie, et une extrême droite qui gagne du terrain. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant dans mon cas, personnellement, voilà, ce qui était vraiment intéressant pour moi, c'est de constater à quel point, sur une période assez courte, la situation a complètement changé. Quand j'ai écrit ma thèse, donc c'était une période de très basse intensité féministe, d'un scénario politique vraiment très difficile pour rendre audible n'importe quelle revendication féministe, même dans la gauche. Et en 10 ans, il y a eu un énorme basculement.
Ce basculement, il est lié en partie à ce dont je parlais avant. Donc, le fait que les clivages se soient reportés sur les questions morales est finalement revenu en effet boomerang pour remuer ce consensus et taper un peu dans la fourmilière de cet ordre précaire qui reposait sur le respect de l'héritage de Pinochet, puisque sur toute cette période, surtout à partir du début des années 2000, on assiste à des manifestations de plus en plus récurrentes de ce que Marie-Christine Laurent appelle le rejet de l'impunité. Donc, c'est le rejet de l'impunité face aux demandes de vérité et de justice des associations de familles de détenus disparus. C'est des rejets de l'impunité sur un statu quo socio-économique qui ne permet pas qu'on remette en discussion citoyenne le fait que l'éducation soit largement privatisée, que l'accès aux soins dépende des revenus. Et c'est ça qui va conduire les générations de jeunes Chiliens et Chiliennes à des mouvements de révolte qui gagnent en ampleur depuis la révolution des Pingüinos, donc les lycéens lycéennes de 2006, jusqu'au mouvement étudiant de 2010, où pour la première fois, il y a un retournement de l'opinion qui va venir soutenir et dire oui, nos jeunes ont raison, elles ont le droit à une éducation de qualité, à une société où chacune et chacun a son mot à dire et sa chance. Et ça va culminer d'abord dans le maillot féminista de 2018, qui est bien sûr lié, comme toutes les vagues féministes, à l'internationalisme profond du féminisme, donc au mouvement MeToo, Ni Una Menos, qu'on retrouve sur tout le continent latino-américain et ailleurs, et qui va se manifester donc, par des occupations d'universités et de lycées, et des manifestations pour dénoncer les abus sexuels et l'impunité dans laquelle opèrent les agresseurs dans le système patriarcal, et qui va être un peu le fer de lance de l'Estallido qui arrive ensuite en 2019. Donc, ce qu'on retrouve dans cette grande effervescence féministe, c'est ce qu'on retrouve dans les deux grandes vagues féministes qu'on a connues précédemment au Chili, c'est ce moment de convergence entre les revendications féministes et les revendications de justice sociale plus profonde. C'est le moment où, même si les féministes disent depuis 20 ans toutes les femmes ne courent pas les mêmes risques lorsqu'elles doivent aller faire un avortement clandestin, puisque les femmes qui ont de l'argent peuvent aller dans des cliniques privées, peuvent aller à l'étranger, alors que ce sont les femmes des classes populaires qui risquent leur vie, etc. Mais c'est le moment où ça devient audible par le reste de la société et devient perçu dans une logique d'articulation et de convergence des mouvements sociaux. Donc, on voit qu'il y a eu un rôle moteur, que ça s'est traduit, comme tu le disais, et là de manière assez intéressante, par une continuité, en tout cas par une vraie volonté d'inscrire ce mouvement social dans la politique formelle avec la première convention constituante et l'élection d'une constituante paritaire avec beaucoup de féministes, des sièges réservés pour les populations indigènes et un discours qui dépassait la liste des droits pour aller dans l'articulation de la dénonciation d'un système capitaliste néolibéral, patriarcal, extractiviste, etc. Aujourd'hui, après la défaite du premier projet constitutionnel et l'élection d'une nouvelle constituante dominée par le parti d'extrême droite, qui a été quand même un choc très très fort, même si le projet a finalement été rejeté, on rentre forcément, dans un sens, dans une nouvelle période de reflux, backlash, pour reprendre l'expression de Suzanne Paludi pour parler de l'ère régano-thatchérienne dans les années 80. Mais je pense qu'il faut voir d'abord que dans le cas du Chili, il y a peut-être moins l'effet de nouveauté. Enfin, il y a quand même une période très récente dans laquelle on était dans une situation très adverse qui était celle de la dictature. Il y a eu ensuite 20 ans pendant lesquels on a un peu pu toucher à rien. Il a fallu attendre le deuxième gouvernement Bachelet pour avoir l'avortement pour les trois, enfin, l'avortement thérapeutique qu'on appelle pour les trois causales, les trois raisons au Chili. Donc, on rentre à la fois dans une période dans laquelle
on a une mémoire organisationnelle récente. On a aussi fait l'expérience amère des défaites et des divisions. Et on a un mouvement féministe qui a une voix qui sera beaucoup plus difficile, je pense, de faire taire face à des questions qui sont des questions de survie. Il y a encore 30 à 150 000 avortements clandestins aujourd'hui au Chili. C'est des estimations évidemment à la louche qui vont depuis les plus conservatrices jusqu'à ce qu'on pense être le plus proche de la réalité. Il y a encore un immense marché noir de la vente de misoprostol en ligne, qui est parfois du misoprostol, parfois qui n'en est pas. Il y a encore beaucoup de recours à la méthode USP, donc c'est au lieu d'avoir l'accès à la pilule du lendemain, c'est la combinaison de contraception hormonale quotidienne prise dans certaines doses pour obtenir l'effet de la pilule du lendemain, ce qui n'est pas sans danger non plus. On a encore énormément de violences de genre et de féminicides. Donc, qu'est-ce qui reste aujourd'hui au mouvement féministe? Bah, finalement, comme j'ai envie de dire à nous tous partout, se remonter les manches, se remettre au travail et essayer de négocier avec le reste d'une gauche extrêmement fragmentée, parce que c'est quand même un panorama qui est difficile. On sait par exemple aux élections municipales d'octobre 2024 qu'à Valparaiso, il y aura deux candidates de la gauche. Il y aura la candidate dauphine du maire actuel qui en a son deuxième mandat, Paul Kretschmer, qui était Frente Amplio, mais qui a quitté Frente Amplio, qui était indépendant. Et il y aura une candidate Frente Amplio, donc deux candidates de gauche. Une extrême droite qui est très forte, très virulente, qui a beaucoup d'espace médiatique, qui a beaucoup de pouvoir financier, mais qui finalement est aussi très, très désorganisée. C'est peut-être le seul avantage qu'on a au Chili aujourd'hui, c'est que la droite ne fonctionne pas aussi bien qu'ailleurs, comme ici par exemple. Mais j'ai perdu le fil. Mais voilà, donc essayer de se remonter les manches et de revenir sur ce socle commun qu'on peut retrouver dans la gauche. On a quand même des raisons d'optimisme quand on voit qu'on a un programme du nouveau Front populaire qui a été créé en 3 jours et qu'on est les seuls à avoir un programme aujourd'hui. Se remonter les manches, travailler sur ce socle commun, mais travailler cette fois-ci pas seulement dans l'idée que c'est au mouvement féministe ou de femmes de s'adapter à la gauche et d'être porteuse de cet élan de la gauche. Je crois que c'est assez clair aujourd'hui que c'est aussi aux organisations de gauche du monde entier d'arrêter de voir les féministes comme des rabat-joie, comme des épines dans le dos qui sont là où ça fait mal quand il ne faut pas, toujours au mauvais moment, et de vraiment s'ouvrir à un examen critique de nos pratiques, de nos méthodes et de ce qu'on veut ensemble. Merci, Nicole. Nous aurons l'occasion de continuer un peu cette discussion avec les questions que vous allez poser tout à l'heure. J'espère qu'on aura le temps. Mais on est très, très bien. Et la Colombie maintenant. Donc, Petro en première ligne de la résistance contre l'extrême droite. Avant de donner la parole à Karine, et pour mettre un petit peu le contexte, je voudrais rappeler que la Colombie subit un conflit social et politique intense depuis plus de 70 ans. Il a traversé plusieurs périodes de violence, de nombreux accords de paix, une dictature militaire, c'est mieux connu, mais ça a existé. Un pacte d'alternance entre libéraux et conservateurs qui a duré 16 ans. Un changement de constitution en 1991, suite à un accord de paix avec plusieurs mouvements de guérilla, dont le MLSTM.
une suite de gouvernements néolibéraux et conservateurs qui ont muselé cette constitution, considérée comme progressiste en termes généraux. En parallèle, une recrudescence de la violence avec d'autres mouvements de guérilla qui étaient persistants, comme les FARC ou l'Armée des opérations nationales, l'ELN, mais aussi le narcotrafic, entremêlé avec l'armée et les paramilitaires, sont lancés à l'assaut de l'État et portés à la présidence de la République à Álvaro Uribe, élu et réélu sous pression paramilitaire. En retour à une politique de négociation de paix pendant les deux périodes du président Santos, qui aboutissent à un accord de paix avec les FARC en 2016, suivi du gouvernement Duque, caractérisé par une hostilité aux accords de paix et une politique économique qui a poussé les jeunes à une révolte sociale sans précédent. Dans ces contextes, il y a 2 ans, la Colombie a élu le 19 juin, donc 2 ans jour pour jour pratiquement, Gustavo Petro et sa colistière Francia Márquez comme président et vice-président de la République. Premier gouvernement de gauche dans toute l'histoire de la Colombie. Gustavo Petro a une longue carrière politique, ancien membre du M19, parlementaire et sénateur pendant plusieurs années, maire de Bogota et candidat à la présidence de la République à 3 reprises. Il obtient une victoire nette, mais sa majorité absolue au Congrès. Il s'est heurté à de nombreux obstacles pour mettre en œuvre son programme basé sur une politique pour la vie, la lutte contre le changement climatique, la recherche de la paix et les réformes sociales. Porté au pouvoir par une alliance des partis des gauches et des centres qu'il réussit à élargir au début de son mandat pour passer ses premières réformes. Quelles sont ces réformes, Karim? Et quel est le cap de ce premier gouvernement progressiste en Colombie? Bonsoir, merci France Amérique latine pour l'invitation. Bonsoir à tous. Merci Rodrigo pour l'introduction, Mélène et Nicole pour la présentation sur le Chili. Bon, je ne vais pas vous faire l'introduction vu que Rodrigo a partagé nombreux éléments. Ce qui est important de partir du principe, c'est comme dit Rodrigo, Petro se fait élire, mais il n'a pas de majorité absolue dans le Congrès. Du coup, la première proposition de gouvernement, générale, c'est construire un accord national le plus large possible. Et sa première, on va dire son gouvernement commence avec le ralliement des partis de droite, des partis de centre-droite, des partis traditionnels. Cependant, la situation, c'est que les réformes sur lesquelles le gouvernement se fait élire et veut mettre en place, ce ne sont pas des réformes radicales, hein, ce sont des réformes de changement, mais se heurtent à la volonté et au, comment dire, et au blocage des accords. La première réforme, une des plus importantes et qui fait une rupture, au moins pour l'instant, dans la proposition du gouvernement par rapport au gouvernement antérieur, c'est la proposition de paix. La première réforme de construire ce que le gouvernement appelait une paix totale. Auparavant, les gouvernements, quand ils avaient une politique de paix, parce que c'était des gouvernements de droite qui n'avaient pas toujours une politique de paix, c'était une politique basée sur une négociation avec un groupe armé, sachant que dans le pays, il y a de nombreuses guérillas et des groupes de droite.
La première différence, c'est que le gouvernement Petro, il propose une politique de négociation simultanée avec différents groupes, notamment avec l'ELN, la guérilla la plus ancienne, avec les dissidences des FARC, qui se sont certaines qui n'avaient pas intégré l'accord de paix signé entre les FARC et le gouvernement Santos, mais d'autres qui se sont réarmées pendant le gouvernement Duque par rapport à la non-application des accords de paix et à tous les blocages institutionnels qu'il y a eu. La première réforme, enfin pour moi en tout cas importante que propose ce gouvernement, c'est une négociation simultanée avec différents groupes armés et une négociation socio-juridique avec les bandes organisées qui agissent comme de vraies armées dans certains territoires, notamment à Buenaventura, où la ville est contrôlée entre deux groupes qui contrôlent le port, mais ces deux groupes, ces deux armées, c'est-à-dire c'est 1000 hommes par arme, enfin donc 1000 hommes armes. Donc c'est des groupes armés où s'il n'y a pas une négociation, la population continue entre deux feux. Donc par rapport à ça, par rapport à cette première construction, c'est une négociation simultanée et par ailleurs, c'est une mise en place progressive des accords signés avec des accords qui arrivent à se mettre en place avec les groupes pour une mise en place immédiate dans les territoires où ces groupes agissent pour justement faciliter justement la construction de la paix. Ce qui était différent par rapport au gouvernement Santos où, qui a négocié avec les FARC, rien n'est négocié jusqu'à ce que tout soit négocié. Et du coup, ensuite, on verra justement comment réagissent les anciens négociateurs par rapport à cette théorie. Vous me dites pour le temps aussi, s'il vous plaît. À cette ancienne négociation. Ça entraîne une négociation simultanée avec différents groupes armés qui est très compliquée, mais par exemple là, avec l'ELN, l'accord de l'ELN, du coup, qui est maintenant la guérilla la plus ancienne du pays, avec la disparition des FARC, l'accord du premier point des négociations qui consiste à la participation de la société civile dans tout le processus de paix, qui est l'axe fondamental des accords de paix. Par ailleurs, avec l'idée que le gouvernement veut mettre en place des politiques immédiates sur les territoires, dans le département du Nariño, un groupe de l'ELN, Los Comuneros del Sur, les communards du Sud, se sont écartés de la négociation de l'ELN parce qu'ils considéraient qu'elle était trop lente pour essayer de mettre en place justement plus rapidement des accords de négociation avec le gouvernement, notamment sur le déminage, ce qui constitue, on va dire, une politique importante par rapport à la vie des gens dans ces territoires. Donc ça, c'est un résumé du premier axe de réforme, de la proposition de paix totale du gouvernement, qui est vraiment distincte par rapport aux autres dans l'idée de une négociation plurielle et par ailleurs une mise en application le plus rapide possible sur les territoires. Ensuite, le gouvernement, il arrive aussi avec tout un paquet de réformes sociales, fiscales qu'il propose. Ces premières réformes, tout d'abord, l'axe fondamental par rapport auquel agit le gouvernement s'appelle Plan national de développement. C'est ce qui constitue, on va dire, l'autoroute à partir de laquelle le gouvernement peut mettre en place ces réformes, qui a été votée au début par la coalition. Ensuite, le gouvernement a mis en place a fait voter une réforme fiscale qui vise à taxer les industries pétrolières et les industries minières et à mettre une réforme progressive pour les personnes une taxation progressive pour les personnes et entreprises qui gagnent plus à partir de 10 fois le salaire minimum de manière proportionnelle, ce qui normalement doit permettre de récolter 20 milliards de pesos de plus par an
1,7% du PIB, ce qui équivaut à peu près 3,8 milliards d'euros pour la mise en place de politiques sociales. Ça, c'est une autre des réformes qui a été votée. Et récemment, le gouvernement, il a pu faire passer, après de fortes négociations, la réforme au travail qui prévoit la mise en place de contrats indéfinis qui sont une espèce rare en Colombie. Moi, je ne l'ai pas connu en tout cas. La réduction de la semaine de travail de 48 heures à 42 heures et la limitation du temps de travail nocturne, parce que du coup, les heures nocturnes n'étaient pas payées et on travaillait jusqu'à 22 heures, c'était pas considéré nocturne. Maintenant, à partir de 19 heures, c'est considéré nocturne. Ça, c'est un peu des éléments que contient cette réforme. Il a aussi mis en place, il a aussi réussi à approuver, ça c'est tout ce que je vous dis, enfin les deux dernières que je vous dis, c'est la semaine dernière ou cette semaine, une réforme des retraites qui vise, on va dire, à assurer un minimum pour les personnes, pour des personnes calculé à peu près 2,5 millions de personnes pour les hommes âgés de plus de 65 ans et les femmes âgées de plus de 60 ans qui ont un niveau dans le CISBEN, c'est un, comment dire, c'est une sécurité sociale publique colombienne, qui ont un niveau C3, mais qui correspond du coup à un cas, je ne sais pas si c'est d'extrême pauvreté, mais en tout cas qui sont voilà, dans une pauvreté forte et qui n'ont pas de retraite assurée. Donc ça vise à assurer cette partie-là. Donc, et par ailleurs, elle fixe l'âge de la retraite à 62 ans pour les hommes et à 57 ans pour les femmes de manière progressive. Donc ça, c'est les réformes qui ont été approuvées plus ou moins de la manière dont les proposait le gouvernement, parce qu'il y a toujours des négociations. Là, récemment, un autre des axes importants du gouvernement, c'était la réforme de la santé, qui, dans la proposition du gouvernement, la santé en Colombie est contrôlée par des boîtes privées, des entreprises privées de la santé, et l'idée, et qui font d'intermédiaire entre le système de santé national et les particuliers. Et le gouvernement cherchait, avec la réforme à la santé, modifier, éviter ces intermédiaires et massifier le système public, mais ça n'a pas été il n'a pas réussi une majorité pour cette réforme parce qu'en fait, la réforme de la santé, les partis traditionnels, notamment le Parti libéral, ils sont bien impliqués parce qu'ils contrôlent beaucoup de ces boîtes intermédiaires, donc ils gagnent beaucoup d'argent. Finalement, une importante, je ne sais pas si réforme, mais en tout cas processus de réforme en cours, c'est ce qu'on pourrait appeler la réforme agraire, sauf qu'il n'y a pas de réforme agraire expropriée en Colombie de manière différente de ce que disaient les médias avant d'arriver Petro au pouvoir. Actuellement, le gouvernement il a pu racheter 188 200 hectares de terre à peu près pour les paysans, dont 92 000 hectares ont déjà été redistribués dans des communautés paysannes ou à des paysans. Et en plus de ça, s'ajoute, il y a une institution en Colombie qui s'appelle la Société d'actifs spéciaux. C'est une société qui reprend les biens confisqués aux narcotrafiquants et notamment aux paramilitaires. Et par le biais de cette société, il y a eu de fortes redistributions de terres actuelles qui réalise l'Agence nationale des terres, notamment dans des endroits historiques du paramilitarisme, comme le département de Cordoba, où on va dire justement ce qu'on pourrait appeler la réforme agraire commence à se mettre en place, ou en tout cas la redistribution de terres. Je pense que c'est à peu près ça. Je voudrais juste finir un tout petit instant. Un autre point important du gouvernement, c'est la politique internationale, enfin, la tentative de construire une politique internationale non alignée ou indépendante, en tout cas, des politiques précédentes.
Du coup, ça, depuis le début du gouvernement, ça s'est vu par la rouverture des frontières avec le Venezuela et la reprise des relations diplomatiques et commerciales. Récemment, ça s'est vu avec les positions et le soutien de la Colombie à la Palestine par rapport au génocide à Gaza et le soutien factuel, on va dire, dans les échanges qui veulent être mis en place par rapport avec la Palestine et la dénonciation du génocide en cours. Oui, mais d'où viennent les obstacles qu'a rencontré le gouvernement et comment il a essayé de les contourner? Euh, donc, le premier obstacle, déjà, le gouvernement, il n'a pas de majorité. Donc, ça, je ne vais pas me répéter, mais du coup, chaque réforme est à négocier en interne avec le Congrès, ce qui devient fatigant, et ce qui aussi, dans le discours médiatique, commence à être et présenté comme, en fait, le gouvernement, ils ne savent pas faire passer des lois. Non? Et là, on en vient un peu au rôle des médias, euh, ou en tout cas des rôles des médias massifs, qui sont des médias privés en Colombie, euh, par rapport aux propositions du gouvernement. Donc, le gouvernement, depuis le début de l'élection, déjà, bon, on discutera après le fait qu'il y ait un ex-guerrillero au pouvoir, mais la manière dont c'était présenté, déjà, c'était la débâcle. Non, la gauche au pouvoir, c'était la débâcle avant qu'elle arrive, etc. Et à partir du moment où il arrive, il y a de manière systématique une attaque contre toutes les réformes, une attaque contre la figure de Petro et une attaque contre la vice-présidente. Et ce sont des attaques des fois non politiques. La vice-présidente, elle est noire, elle est femme, elle vient des milieux populaires. Bah, en fait, il y a une attaque contre la classe et le genre et la race, enfin, entre guillemets, pardon, le mot, de la figure de la présidente. Donc, les médias privés, qui sont le plus écoutés, ils agissent quotidiennement à attaquer la figure de Petro, la figure de la vice-présidente et les propositions. Ça, c'est vraiment visible. Je vais vous citer quelques médias, mais c'est vraiment visible euh, dans la radio Blue Radio, qui fait partie du grand groupe entrepreneurial colombien Santo Domingo, la W Radio, qui fait partie du groupe Prisa, les chaînes Caracol, qui fait partie du groupe entrepreneurial Santo Domingo, RCN, qui fait partie du groupe entrepreneurial Ardila Lule. Et on va dire la cerise sur le gâteau, enfin le max du max, c'est l'hebdomadaire Semana, qui est un ancien hebdomadaire libéral historiquement et qui a été racheté il y a quelques années par un milliardaire, un banquier colombien de nom de famille Gilinski, et dont le propriétaire voulait en faire une boîte à résonation de l'extrême droite. Son modèle, c'est Fox News, et qui a dans la tête de sa directrice, Vicky Dávila, comment dire, une opposante jour et nuit au gouvernement. Par exemple, pour vous dire une, une image avant les élections, au deuxième tour des élections, c'était Petro, qui est économiste, qui a fait partie de la guérilla du M19, qui ont signé la paix, face à un candidat aussi milliardaire, ou en tout cas homme d'affaires de Bucaramanga, qui s'appelle Rodolfo Hernández. Et la première page de l'hebdomadaire, c'était ex-guerrillero ou ingeniero, ex-guerrillero ou ingénieur. Il faut faire le choix entre ces deux options. Donc, les médias disent que les politiques du gouvernement polarisent, mais ce qu'ils font, c'est une lutte extrême de manière permanente. Ces médias, logiquement, ils essayent de mettre en avant des figures
politique pour pour dénoncer ou attaquer le gouvernement Petro. Et ils appellent aussi à la mobilisation contre le gouvernement. Donc récemment, il y a eu en avril dernier une mobilisation de la droite, de l'extrême droite contre le président Petro, qui visait, on va dire, à manifester contre lui, mais à appeler les militaires aussi, ou en tout cas la réserve des militaires, à désobéir. Donc les médias participent à toute cette ambiance un peu de crispation ou d'attaque. Et par ailleurs, le gouvernement, il est arrivé au gouvernement, mais il n'a pas les institutions du pouvoir non plus, d'autres institutions. Donc, un autre lieu fort de l'opposition au gouvernement, en tout cas jusqu'à il y a quelques mois, il y a eu un changement de fiscal. Je crois que fiscal, c'est le procureur, c'est l'équivalent du procureur, le parquet. L'ancien fiscal, l'ancien procureur qui était avec les médias la principale boîte d'opposition au gouvernement Petro, le fiscal Barbosa, en essayant de sans cesse mettre en place des enquêtes pour ci ou pour ça au président et à l'entourage du président. Ça, c'est les principaux opposants, avec un peu la Cour constitutionnelle. Elle joue un rôle un peu entre euh, gardienne de l'ordre établi et laisse passer des choses, mais du coup, elle ralentit des choses en envoyant à ce que des lois des lois votées ou des réformes votées soient revotées. Notamment là, récemment, elle a invalidé la création du ministère de l'égalité, qui était une des créations de ce gouvernement pour la mise en place de réformes. Et elle a éliminé certains points de la réforme fiscale que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est à peu près le panorama, mais actuellement, moi, je dirais qu'au-delà des forces d'extrême droite du Congrès et de droite qui jouent à alliance avec la gauche et alliance avec la droite, un des principaux oppositeurs du gouvernement, c'est les médias. Et dans ce contexte, quelles sont les perspectives pour les 2 dernières années qui lui restent et quelle pourrait être la suite pour la Colombie après Petro? Du coup, actuellement, un peu où on en est là, cette semaine, une autre réforme, entre guillemets, a été votée ou a été mal votée. C'est la loi de l'éducation, la réforme à l'éducation, qui était un des principaux aussi axes du gouvernement. Ce qui s'est passé, c'est que la réforme, elle a été votée, mais en incluant beaucoup de propositions de la droite. Et du coup, le gouvernement a dit que cette loi, enfin cette réforme, c'était pas celle qui l'intéressait, c'était pas celle qu'il voulait, notamment parce qu'elle maintient l'éducation supérieure privée comme axe fondamental où doivent se concentrer les financements. Or, la politique du gouvernement, c'est massifier l'éducation publique. Et du coup, les médias, à nouveau, ils l'ont voté, mais ça y est, ils sont contre, ils se contredisent, ils savent pas quoi faire, ils savent pas gouverner. Donc, pour répondre, un des principaux enjeux du gouvernement, c'est réussir dans le fil où il est, à continuer à négocier les réformes dans le sens du gouvernement. C'est-à-dire que les réformes telles qu'elles sont proposées par les gouvernements ne vont pas être votées. Il faudra négocier sur certaines choses, mais essayer de négocier, de trouver des manières de négocier pour que les réformes aille plus dans le sens des propositions du gouvernement. Par ailleurs, le gouvernement a un très important défi dans la construction de la paix. Du coup, là, les négociations avec l'ELN, elles avancent, mais on ne sait pas si dans 1 an et demi, parce que le gouvernement est fini dans 2 ans, mais dans 1 an et demi, ça y est, c'est fini, ce sera bon.
Et par ailleurs, il remet en place des rondes de négociation avec d'autres groupes armés. Donc là, dans quelques jours, il reprend une négociation avec le groupe d'Iwan Marquez, deuxième Marquetalia, qui était un groupe qui avait signé l'accord de paix et qui, par la non-application des accords de paix et par une tentative de sabotage, ont repris les armes, puis ils reprennent les négociations. Et par ailleurs, début juillet, entre le 4 et 10 juillet, il y a une autre phase de négociation avec un autre groupe des FARC, dissidences d'avant les accords de paix, qui s'appelle État-major central, pour voir comment évoluent ces négociations. Donc, il a un important défi à faire avancer ces négociations et aussi à commencer, ou en tout cas à continuer, mais à montrer des résultats dans l'application de la paix territoriale, parce que c'est ça aussi qui va assurer le soutien et la continuité du projet dans les territoires et qui va aussi sauver des vies, tout simplement. Par ailleurs, il a un défi, ça je l'ai pas dit, mais il a un défi, comme tu l'as dit en introduction, vis-à-vis de tout ce qui est le narcotrafic. La présence du narcotrafic et la force qu'il a pris qu'il a continué à prendre, mais notamment là, par exemple, euh, au sud de Cali, dans la banlieue sud de Cali, il n'y a plus personne après 18 heures, quoi. C'est l'état de guerre par rapport à la présence de narcotrafiquants et de confrontation qu'il y a. Donc, il a un peu, il a ses défis et par ailleurs, il a le défi aussi de solidifier la force de son front, c'est-à-dire la force du pacte historique, pouvoir assurer une continuité d'ici 2 ans, mais surtout pouvoir assurer une unité euh, dans dans le projet, ce qui n'est pas assuré parce que voilà, le cannibalisme de la gauche, c'est quelque chose de connu. Donc, c'est une difficulté, mais c'est un défi que le gouvernement a. Et par ailleurs, on ne sait pas si les négociations aboutissent ou pas, si ça va amener, logiquement, ça amènera des réformes institutionnelles, les négociations avec les groupes armés. Donc, on ne sait pas. Là, par exemple, dans les médias, ils ont beaucoup parlé de processus constituant. Moi, je préfère pas trop en parler parce que c'est quelque chose que je trouve encore assez louche, mais de toute façon, c'est sûr que si les négociations avancent, il faudra voir comment ces groupes sont intégrés et quelles réformes sont mises en place dans les territoires. Donc, il y aura sûrement des réformes institutionnelles. Merci beaucoup, Marie. Et donc, c'est là que on peut peut-être passer La parole. à la salle pour des questions. Donc, on peut en prendre quelques-unes. Perdez pas de temps parce qu'on n'aura pas un temps infini. Bon, merci beaucoup pour vos interventions. Et je souhaite poser 2 questions, une pour le Chili, et concernant comment se positionne le mouvement féministe chilien par rapport à l'intersectionnalité, la conception intersectionnelle des luttes, et par rapport peut-être aussi à la lutte de classe intérieure. Et par rapport à la Colombie, la question, ça fait, tu parles de 180 000 hectares retournés aux paysans. Mais le problème essentiel, un des problèmes essentiels de la violence en Colombie, c'est justement le problème de l'appropriation de la terre. Ça a été toujours un axe fondamental dans ce processus de violence qui dure plus de 70 ans.
parmi ces 180 000 hectares desquels tu parles, combien on était réellement sont réellement une transmission aux paysans. Parce que selon j'ai compris, la plupart de ces hectares, c'est la formalisation du retour de la terre. C'est-à-dire, sont des personnes qui étaient déjà là ou pour lesquelles il y avait des processus de réappropriation dans la mesure où ils ont été déplacés. Et c'est aussi très intéressant de comparer le nombre d'hectares qui ont été expropriés aux paysans par le déplacement de la violence par rapport au nombre d'hectares réels qui ont été attribués. C'est-à-dire, parce que bon, pour faire une figure plus simple, merci de faire des questions courtes parce que sinon, on n'aura pas le temps d'écouter les réponses. Donc, ça serait gentil de faire des questions. Merci. c'est quelque chose comme si, quand on nous vole les miroirs d'une voiture, les gens vont les acheter aux voleurs, aux endroits connus pour les acheter. Donc, c'est quelque chose qui me semble un peu similaire. Ce sont des hectares qui ont été expropriés par la violence, par le déplacement, par les militaires, qui sont un processus juridique et qui ont été finalement réattribués. Mais est-ce qu'on peut parler d'une réforme agraire dans ce contexte? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que si on veut faire l'histoire de la réforme agraire là ce soir en Colombie, on y est encore jusqu'à demain matin. Mais... Alors la question. Non, maintenant je vais. Combien d'hectares? On a bien compris la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et on peut passer le micro. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, là-bas. Dans tout ce que le discours que vous avez donné, quel est le poids de paramilitaires en ce moment en Colombie? Est-ce qu'il compte ou il ne compte pas? C'est tout. Encore une question? Une autre question? S'il n'y en a pas d'autres, moi j'en ai une. Voilà. Bon, non, mais je privilégierais la salle. Bah, vas-y. Bon. Alors, moi, j'ai une question pour Nicole à propos des luttes féministes au Chili qui, moi, enfin, quand je pense aux luttes féministes dans le Côte Sud, je pense évidemment à l'Argentine. J'aurais bien aimé peut-être que tu nous expliques comment ça se passait ou non articulé, pourquoi en Argentine et pourquoi au Chili. Enfin, là, deux pays qui ont quand même connu chacun une période de dictature. Et en ce qui concerne la Colombie, alors moi je travaille aussi sur les questions agraires, donc ça m'intéresse beaucoup. Mais est-ce que quand on parle, enfin, quand on parle de réforme agraire intégrale, moi j'aimerais peut-être, est-ce que tu peux dire quelque chose sur cette articulation avec les politiques en fait environnementales? Parce que la réforme agraire, c'est une chose, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a quand même un fort, euh, une forte détermination à s'inscrire dans des politiques environnementales. Et du coup, est-ce que, alors ça c'est très, à l'international, ça fait vraiment bien, quoi, mais en Colombie, comment est-ce que c'est perçu? Voilà. Merci. Peut-être qu'on donne la parole à Nicole. Merci pour les questions. Sur le positionnement du mouvement féministe chilien sur l'intersectionnalité, c'est un peu comme partout. Le mouvement féministe chilien, c'est pas un bloc et l'intersectionnalité, c'est pas quelque chose
à prendre ou à laisser. Mais globalement, le mouvement féministe chilien dans sa pluralité aujourd'hui est foncièrement intersectionnel dans la mesure où il est décolonial, axé sur une prise en compte des différents rapports de domination qui traversent la société, dont leur assise matérielle dans la division sexuelle du travail et la composante lutte des classes, si on veut l'appeler comme ça, puisque tu en as parlé dans ces termes-là, mais aussi les questions de racisation et de dissidence sexuelle. Après, l'intersectionnalité, je pense, fait aujourd'hui consensus, et ça, c'est la grande différence, j'ai l'impression, par rapport à d'autres générations de ce mouvement, où il y a une vraie force de la remise en cause de tous ces rapports-là, et qu'en plus, on peut aborder dans une même articulation sous la forme du capitalisme néolibéral, patriarcal, extractiviste, si tu veux. Et ça, c'est très bien positionné. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de division dans le mouvement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas aussi au Chili des mouvements transphobes ou des mouvements qui s'autoproclament féministes et qui véhiculent des discours de haine par rapport à certaines composantes du mouvement. Après, sur la question de l'intersectionnalité, c'est pas du tout aussi monté en épingle au Chili qu'en France. Donc en France, on trouve vraiment dans le discours de la droite et de l'extrême droite des attaques incessantes contre le wokisme, contre l'intersectionnalité. Au Chili, on ne trouve pas vraiment ça. Mais ce qu'on trouve, c'est quand même cette difficulté. Donc, pour revenir à ce que je disais sur la radicalité, je pense que ce serait aujourd'hui beaucoup plus difficile de retrouver une période de silence, de voix féministes réduite au silence, parce qu'en partie, on a perdu la crainte dans le féminisme, les féminismes chiliens, on a perdu la peur de la radicalité, clairement. Je pense que c'était assez clair quand on regarde les manifestations de rue ou les performances. On n'a plus peur de la radicalité politique dans le féminisme chilien. Après, le reste de la politique chilienne est contraint encore par cette recherche des consensus, puisque c'est comme dans le cas de la Colombie, Boric, il n'a pas de majorité parlementaire. Il ne peut pas faire passer des lois aussi centristes comme une réforme de la fiscalité préparée par le CDE. Donc, on est vraiment dans un contexte adverse. Et ce que je voulais juste dire sur l'intersectionnalité, c'est que je crois que c'est intéressant aussi parce que le mouvement féministe a un positionnement qui embrasse ou s'ouvre à l'intersectionnalité dans sa volonté de penser le changement social. Mais c'est aussi une intersectionnalité que s'applique à lui-même le mouvement féministe dans sa diversité en acceptant d'avoir une réflexivité critique et de reconnaître qu'on ne parle pas toutes du même endroit quand on parle en tant que féministe ou en tant que mouvement de femmes. Et ça, je pense que c'est une vraie rupture et que c'est très, très riche d'enseignements pour les autres mouvements sociaux et la gauche. Et je réponds tout de suite à ta question. Ouais. Sur l'Argentine et le Chili, pourquoi ça ne s'est pas passé comme en Argentine, où on a eu la loi qui légalise l'avortement libre, sûr et légal, c'était fin 2020, je crois, au tout début 2021. Et ben, en grande partie à cause de cette immense frilosité de la classe politique chilienne, et y compris de la gauche, à aborder une question aussi explosive. Bachelet l'avait dit en arrivant au pouvoir la première fois, elle a dit « Je ne traiterai pas la question de l'avortement ». Et il a fallu qu'elle arrive à la fin de son deuxième mandat pour avoir la loi de 2017 qui dépénalise l'avortement thérapeutique dans des cas très extrêmes, très encadrés, pour lesquels on constate aujourd'hui même une défaillance dans l'accès des femmes à ce droit-là qui devrait désormais exister, mais qui est dans la pratique très peu réalisé en raison d'une pratique massive de l'objection de conscience du corps médical et des structures médicales et de soins, et aussi parce que les définitions sont vraiment trop strictes. Alors, est-ce que c'est aussi c'est un clivage gauche-droite très différent? Au Chili, c'est 16 années de dictature, c'est quand même un poids autrement plus lourd à porter.
Pas qu'il s'agisse de comparer les horreurs, bien sûr, de la dictature en Argentine ou au Chili. C'est 20 ans de concertation pendant lesquels on n'a pas pu toucher à ça. On a strictement délimité ce qu'on pouvait faire en termes d'égalité femmes-hommes et ça excluait clairement tout le champ des droits sexuels et reproductifs et des dissidences. On arrivait timidement à ça. Et là, le gouvernement Boric, enfin, le président Boric a annoncé dans sa cuenta publica, dans son allocution sur l'état de la nation le 1er juin, qu'il allait déposer un projet de loi d'avortement intégral. Donc, il veut dire avortement libre, légal et gratuit. C'est un pari très risqué parce qu'il sait que ça ne passera pas. En même temps, symboliquement, c'était important puisque ça correspond à une revendication très, très forte du mouvement féministe dans sa grande pluralité. Ça reflète aussi une forte évolution de l'opinion sur une période courte sur ce sujet, même si on voit aujourd'hui un petit recul par rapport à il y a même 1 an sur cette question-là. Et c'est aussi fait en dialogue avec le mouvement féministe, même si le gouvernement Boric est très, très critiqué par l'ensemble des mouvements sociaux et de la gauche chilienne. Karine? Par rapport aux terres, bah, c'est ce que je disais, sur les 188 204 hectares rachetés, il y en a 92 000 qui ont déjà été redistribués aux communautés paysannes. C'est-à-dire, il y a bah, une partie, presque la moitié qui a été déjà redistribuée à des communautés paysannes qui sont réunies aussi en, comment dire, coopératives, oui, ou pour certaines qui retournent dans les terres qui étaient les leurs, pour d'autres qui ne retournent pas dans les terres qui étaient les leurs. Voilà, c'est en fonction un peu de la situation. Par rapport au paramilitarisme, bah, il est encore très présent. Il est encore très présent. Le gouvernement de l'ancien président Iván Duque, à la fin du gouvernement, il y a eu ce qu'on appelle paro armado, un arrêt forcé armé dans une grande partie du région qui a été fait par le Clan del Golfo, c'est le nouveau groupe paramilitaire suite à la démobilisation. Et du coup, il contrôle encore beaucoup de régions du pays, et notamment justement un peu ce qu'on dit de la redistribution des terres, de la mise en place de la construction de paix totale, tout ça, dans certains territoires, peine à se mettre en œuvre parce que bah, il y a les dissidences des FARC, enfin, il y a tous ces groupes un peu dissidents des FARC, mais aussi il y a tous les groupes armés du paramilitarisme qui ont encore une importante présence et qui bah, sont clairement des opposants au gouvernement, mais aussi à toute initiative qui pourrait les déstabiliser dans le contrôle territorial qu'ils exercent. Donc, justement, c'est pour ça que la mise en place, par exemple, de la paix totale euh, est un enjeu hyper important, mais aussi en même temps hyper difficile parce que dans les territoires, il y a pas trop de groupes, trop de forces en compétition et trop de contrôle territorial armé. Le gouvernement, il est dans un affrontement au narcotrafic et à ces groupes de manière forte, mais voilà, c'est très compliqué. Et ensuite, par rapport à la politique gouvernementale du gouvernement, bah on va dire, il y a le gouvernement, on va dire, dans le discours et maintenant dans la mise en place, on verra un peu ce que ça donne parce que c'est lent et c'est compliqué, mais il y a une volonté de réduire l'exploitation, par exemple, du pétrole, de le taxer, comme j'ai dit, avec la loi de réforme fiscale, de développer les énergies renouvelables. Après, les énergies renouvelables, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais en tout cas, de diversifier la production énergétique et aussi de diversifier justement
les cultures dans les régions, dans les modes de production, en tout cas, justement, par rapport à ces ces nouveaux processus en cours. Mais moi, actuellement, je peux pas te donner une réponse de voilà, il y a ça, il y a ça. Je sais que c'est des politiques qui sont en projection, qui sont en construction et qui font partie, on va dire, un peu des axes du gouvernement. Oui, non, moi j'ai juste une question qui fait l'actualité aussi avec la France, mais quand même qui m'interroge entre les pays qu'on a vus dans la précédente conférence, on en a reparlé, où l'extrême droite a une mainmise qui est forte, qui peut être sous toutes ses formes, à la fois constitutionnelle, mais aussi légale et de coup d'État. Enfin, tout est bon pour rester au pouvoir. Et devant ça, la gauche a la démocratie. Elle ne rentre pas dans cette logique-là. Donc, elle n'a que la démocratie. Et donc, quelles sont les capacités, que ce soit au Chili ou en Colombie, que cette gauche, ou en tout cas ces mouvements progressistes, puissent, ou cette démarche progressiste, hein, plus humble, puisse poursuivre, persister et ne pas les relaisser la place à l'extrême droite ou à la droite. C'est quand même ce qui peut nous hanter, quoi. C'est-à-dire, on se dit merde, on y arrive, fait, puis etc. Et là, ils arrivent à reprendre le pouvoir, à remettre la main. Comment être optimiste dans la période actuelle, notamment pour la Colombie et le Chili? Où est-ce qu'on peut l'être? C'est une question difficile. Oui, je pense qu'il faut toujours être optimiste. De toute façon, j'ai envie de dire, on a ça où se rouler en boule et pleurer. La gauche n'a que la démocratie, comme tu dis, c'est un peu, en tout cas dans le cas du Chili, ce qu'on voit dans beaucoup de cercles de gauche, c'est que la gauche au pouvoir s'inquiète toujours, peut-être excessivement, mais en tout cas de façon prégnante, de donner des gages de sa respectabilité et du fait qu'elle va respecter l'institutionnalité, respecter les procédures, alors que la droite est très décomplexée et tous les bancs et donne des coups bas et ne s'embête pas autant avec ça. Et c'est le cas de ce qui s'est passé avec le gouvernement de Boric, qui a été élu en grande partie pour porter l'élan de rédaction d'une nouvelle constitution progressiste pour le Chili, et à qui on a beaucoup reproché de ne pas avoir fait campagne pour la nouvelle constitution, qui était le résultat du travail d'une constituante élue. On lui a beaucoup reproché de ne pas être monté au créneau, de ne pas avoir donné les arguments. Et lui est resté sur un positionnement où il n'a pas caché son opinion, mais il a dit ce n'est pas mon rôle en tant que président que de faire campagne pour le oui ou le non. Euh, maintenant, c'est terrible parce que peu de mois après son élection, on a un peu considéré que c'est un gouvernement qui avait échoué. Et donc l'histoire de ce gouvernement a été un peu malheureusement écrite d'avance. Et ce qui se joue aujourd'hui dans la loi sur la violence intégrale ou le projet de loi sur l'avortement, disons, c'est sauver un peu l'héritage de ce gouvernement. Mais il va falloir reposer les bases d'une union et c'est encore beaucoup trop tôt pour le dire parce qu'il y a encore 2 années complètes. Il y a les élections municipales régionales qui viennent en octobre cette année. Mais pour l'instant, la candidate favorite pour l'élection présidentielle dans 2 ans, c'est Evelyn Matei, qui est Woody et qui est une femme politique de la droite très expérimentée et qu'on voit partout. Donc, je vois difficilement aujourd'hui comment on pourrait donner une continuité, d'autant plus que Boric ne peut pas avoir, enfin, il ne peut pas y avoir de mandat consécutif dans, dans la constitution chilienne. Il faudrait un nouveau mouvement
qui fasse naître un nouveau front populaire, on a envie de dire comme ici. Et en même temps, sachant que là-bas, il y a eu un énorme débordement par le mouvement social et des instances de politique formelle et de représentation, et qu'il faudra donc aussi reposer les bases de ce dialogue-là, alors que le gouvernement Boric s'est lui aussi distancé de la rue et du mouvement social. Et pour la Colombie, non, bah, le panorama, logiquement, il est compliqué, hein, c'est pas une nouveauté, mais je pense qu'il y a aussi des choses très positives qui se sont passées, ou qui se passent en tout cas. Bah, d'une, il y a déjà de toute façon un enjeu de maintenir la coalition de gouvernement, ou en tout cas le front de gouvernement, parce que la coalition, il y a des gens de centre ou de droite, mais dans le front de gouvernement de pacte historique, réussir à le solidifier, enfin, le consolider dans 2 ans. Donc ça, c'est une chose importante qui n'est pas gagnée, mais qui est importante à faire. Ensuite, bah, les élections en octobre dernier, c'était les élections régionales. Le résultat, bah, c'est pas une victoire, mais c'est pas une perte non plus par rapport à comme on était. C'est-à-dire que dans le sens où la réalité des régions est différente de la réalité nationale. C'est pas les mêmes logiques de vote, c'est pas les mêmes dynamiques, et la gauche n'a pas, enfin, fait un tout petit peu plus ce qu'elle avait fait, notamment dans les conseils, par exemple dans les conseils, par exemple de la ville de Cali, dans certaines régions, à Bogota, dans certaines régions, il y a eu une petite progression, minimum, mais petite. Donc ça, c'est quelque chose à tenir en compte. L'autre chose qui me paraît importante, c'est qu'avec ce gouvernement, il y a il y a un nouveau secteur de la société qui rentre dans l'administration, ou au moins qui apprend et fait fonctionner l'État. Et ça, c'est de toute façon quelque chose d'important et quelque chose, enfin, une victoire en quelque sorte, quand on sait que voilà, bah, la figure de Francia Marquez, c'est un peu emblématique, mais dans tous les ministères, dans toutes les choses, il y a des gens des organisations sociales qui arrivent, il y a des gens qui n'étaient pas justement dans l'administration et qui arrivent, ça forme des nouvelles personnes, des nouveaux cadres, etc. Et ça, c'est important. Et ensuite aussi, l'opportunité, ce sera aussi surtout à comment va fonctionner la droite. C'est-à-dire que là, logiquement, une personne comme la figure de Petro, qui est bon pour les discours, enfin, qui rassemble comme ça, il y en a un peu moins. Mais je pense qu'il y a de bons candidats de gauche ou de centre-gauche de toute façon qui existent, on va dire. Et les opportunités, ce sera, je pense, surtout comment va fonctionner la coalition, le front de gouvernement, comment il va se consolider. Et par ailleurs, comment va venir la droite aux prochaines élections. Et ça, bah, enfin, on peut faire de la. Enfin, je sais pas, ça, c'est. En tout cas, on peut dire ils sont unis contre Petro, mais en même temps, en fonction du moment où ils devront sortir les candidatures, peut-être qu'ils seront unis, tout ça. Donc, je pense que c'est compliqué, mais c'est pas perdu. Et moi, je pense, en tout cas, que le pays, les 10 dernières années, et là, ce gouvernement, c'est la preuve, il vit des transformations sociétales. Le discours simpliste d'il y a 20 ans, c'était Alex Garrigues ne sera jamais président. Ça, c'est quelque chose qu'on nous répétait tout le temps. Bah, si, voilà. Euh, une femme noire issue des mouvements sociaux vice-présidente. Donc, il y a des choses qui se passent, logiquement, à une vitesse petite. Et en tout cas, je pense qu'aussi, là, la preuve, c'est que l'État, il tourne. Donc, en fait, la gauche au pouvoir ou le centre-gauche fait tourner l'État. Et c'est pas la catastrophe. L'économie, elle va bien, les entreprises, elles sont là, elles continuent à exploiter. Enfin, non, mais euh, le pays, il est là. Donc, ça tourne. Donc, ça, je pense aussi que c'est quelque chose qui contredit ce discours catastrophique qu'il y avait. Après, c'est vrai que enfin, il y a toute la droite contre, donc c'est compliqué, quoi. Mais je pense que euh, on n'est pas, on n'est pas défait, quoi. On part pas à zéro. C'est en tout cas ça ce que je pense. Bien. Je pense qu'on arrive pratiquement à terme. Je
voulais simplement rajouter que, quoi qu'il en soit, ces 4 années de Gustavo Petro à la présidence de la République vont marquer la Colombie pour longtemps et vont peut-être permettre que, si ce n'est pas tout de suite, qu'il y ait une alternance qui se produise plus souvent. Et on a déjà gagné le fait qu'il a fait 2 ans. Il est toujours là, il est vivant, il n'y a pas eu de coup d'État ni fort, ni faible, ni blando. Et comme le dit Karim, l'État continue à fonctionner, l'économie fonctionne très bien. Il n'y a jamais eu une politique aussi déterminée contre le narcotrafic, reconnue par les États-Unis. C'est des tonnes et des tonnes tombent tous les jours. C'est des grands narcotrafiquants qui tombent aussi assez souvent. Et voilà, donc s'ils réussissent ce pari de la paix ou d'avancer suffisamment, comme l'a dit Karim, c'est son défi. Je pense que la Colombie marquera un tournant vers un avenir plus serein et peut-être plus progressiste. Voilà. Avant de terminer, oui. Juste pour qu'on parle de la Colombie et du Chili, le PIB de la Colombie dépasse de très loin celui du Chili. Par habitant? Pardon? Le PIB par habitant? Le PIB, non, le PIB de tout le pays dépasse. Ça n'a jamais été le cas. Il dépasse beaucoup le Chili. Tout à fait. Je voulais attirer aussi votre attention. Le FALMAG, le 157 vient de. Il est tout chaud. Il vient d'arriver. Il est tout chaud, oui. Il est sur les. Là. Il est là, donc vous pouvez jeter un coup d'œil, vous pouvez l'amener. Ça ne coûte que 5 euros. Et on vous invite aussi à adhérer à FAL, donc vous pouvez bénéficier du FALMAG toute l'année. Ce numéro, il est axé, c'est un souhait qu'on avait depuis longtemps, il est axé sur les prisonniers politiques en Amérique latine. Donc, on fait un parcours sur beaucoup de pays, de tous les bords, et y compris un focus sur la Colombie et plein d'autres, hein, le Nicaragua, et puis le Chili, avec des situations qui ne sont pas forcément liées au gouvernement en place aujourd'hui, mais qui sont un héritage d'un long parcours de la droite au gouvernement, des droites, des extrêmes droites au gouvernement. Voilà. Merci d'être venu, merci à nos intervenants. Et ben, on va essayer.